À travers l'histoire, des scientifiques et des inventeurs ont créé des machines qui n'étaient jamais censées exister. Des dispositifs capables de voir ce que l'œil humain ne peut pas voir. Des instruments conçus pour détecter les forces invisibles entourant la vie, la conscience et même la réalité elle-même. Certaines de ces machines prétendaient capturer l'aura humaine. D'autres tentaient de mesurer le poids de l'âme au moment exact de la mort. Quelques-unes auraient détecté des voix cachées dans les parasites radio, ou des signaux pouvant provenir d'au-delà de notre propre dimension. Au début, ces inventions ont suscité la curiosité. Des chercheurs se sont réunis. Des expériences ont été menées. Et pendant un bref instant, il a semblé possible que l'humanité soit au bord d'une compréhension totalement nouvelle de la réalité. Mais alors, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Le financement a disparu. Des laboratoires ont été discrètement fermés. Des articles de recherche ont été rejetés, scellés ou enterrés dans des archives oubliées. Et les machines elles-mêmes, des dispositifs qui promettaient autrefois de révéler l'invisible, ont simplement disparu. Dans de nombreux cas, les scientifiques qui en étaient à l'origine ont été ridiculisés, réduits au silence ou poussés dans l'obscurité. Les explications officielles étaient toujours les mêmes. Les expériences étaient biaisées. Les résultats ne pouvaient pas être reproduits. Les conclusions étaient impossibles. Pourtant, les histoires n'ont jamais vraiment disparu. Des fragments de rapports ont survécu dans des documents oubliés. Des témoins ont décrit des démonstrations défiant toute explication conventionnelle. Et dans certains cas, des fuites de documents suggéraient que certaines découvertes n'avaient pas du tout été détruites, mais classées secrètes. Ce soir, nous examinons 10 inventions qui ont été construites pour révéler ce qui se cache au-delà de la perception ordinaire. Des machines conçues pour capturer des champs invisibles, des signaux cachés et des couches plus profondes de la conscience elle-même. Que ces dispositifs aient été des expériences mal comprises, des percées dangereuses ou des aperçus de réalité que nous ne sommes pas censés voir, reste une question ouverte. Mais un fait demeure indéniable. Chacune de ces inventions a franchi une limite. Et une fois cette limite franchie, le monde s'est assuré qu'elle disparaisse. Top 1. La caméra de Beauchamp Kirlian. En 1939, dans un modeste laboratoire soviétique caché à Krasnodar, en Russie, un technicien de maintenance nommé Semyon Kirlian et sa femme Valentina ont fait une découverte accidentelle qui allait résonner dans le monde des sciences marginales pendant des décennies. Alors qu'il réparait du matériel électrique à haute fréquence utilisé dans les hôpitaux, Kirlian a remarqué quelque chose d'étrange. Lorsqu'un corps de patient entrait en contact avec un circuit à haute tension, mais sans douleur ni dommage, il émettait un éclair de lumière bref et distinct. Fasciné par ce qu'il avait vu, le couple a décidé de reproduire le phénomène en utilisant des plaques photographiques et des champs électriques. Ce qu'ils ont produit les a stupéfiés eux-mêmes. Des images ont commencé à apparaître montrant des feuilles, des insectes et même des empreintes de doigts humains entourés de halos lumineux de lumière colorée. Ce n'étaient pas des reflets. Ce n'étaient pas des marques de brûlure. L'effet apparaissait même lorsque l'objet était placé sur un matériau isolant. Kirlian croyait qu'ils avaient capturé quelque chose que l'œil humain ne pourrait jamais voir sans aide. Le champ d'énergie vivante de la matière. Les photographies étaient vives, étranges et curieusement constantes. Dans certains cas, lorsque le sujet subissait un stress émotionnel, la lueur changeait de forme et d'intensité. Lorsque le sujet était malade, l'aura paraissait plus faible. Mais une image en particulier défiait toute explication. Une feuille a été déchirée en deux, seule une partie étant placée sur la plaque photographique. Pourtant, au développement, la photographie semblait montrer le contour de la feuille entière, brillant faiblement là où la moitié manquante aurait dû se trouver. Les Kirlian ont répété l'expérience avec plusieurs échantillons et ont rapporté des résultats similaires. Ils l'ont appelé l'effet de la feuille fantôme.
Pour eux, il ne s'agissait pas seulement de photographie. C'était une façon de révéler une dimension invisible. Techniquement, l'appareil fonctionnait en appliquant un champ électrique à haute fréquence à un objet reposant sur un film photographique. La décharge corona résultante, visible sous forme de lumière sur le film, était généralement expliquée par les scientifiques orthodoxes comme un effet naturel de l'humidité, de la pression et de l'ionisation. Mais les données de Kirlian suggéraient quelque chose de plus complexe. En photographiant le bout des doigts de volontaires dans différents états émotionnels, il a documenté des changements spectaculaires dans les motifs et les couleurs de la lueur. Le bout des doigts d'un sujet en bonne santé s'illuminait de jaillissements dentelés et rayonnants. Un sujet déprimé ou malade produisait des motifs faibles et brisés, parfois marqués par des lacunes visibles. Ces changements ne suivaient aucune explication thermique ou électrique simple. Bientôt, les instituts médicaux soviétiques ont commencé à s'y intéresser. Certains chercheurs ont exploré la possibilité que la photographie Kirlian puisse être utilisée comme outil de diagnostic, même pour détecter des maladies à leur stade les plus précoces. Mais à mesure que l'intérêt grandissait, la résistance augmentait aussi. La caméra Kirlian est devenue de plus en plus associée à la parapsychologie, au mysticisme et à l'énergie spirituelle. Autant de sujets qui se heurtaient à la vision du monde matérialiste rigide de l'époque. Les scientifiques occidentaux ont rejeté les images comme étant des artefacts électrostatiques. Pendant ce temps, les autorités soviétiques ont renforcé leur contrôle sur les travaux des Kirlian. Le financement s'est discrètement tari. Leur laboratoire a été déclassé. L'accès à leurs recherches est devenu de plus en plus restreint. Puis, sans explication, les images les plus fascinantes, celles montrant la feuille fantôme, l'aura changeante des malades et les étranges anomalies énergétiques, ont été mises sous scellé. Lorsque des chercheurs extérieurs à l'Union soviétique ont demandé plus tard à accéder au matériel original, cela leur a été refusé. De nombreuses plaques photographiques originales auraient disparu des archives. Après l'effondrement de l'Union soviétique, des fragments de notes des Kirlian ont refait surface, mais la majorité n'a jamais été retrouvée. Valentina Kirlian est décédée en 1972. Semyon est décédé en 1980. Tous deux sont morts dans une relative obscurité, rejetés par la science officielle, mais restés dans la mémoire de ceux qui croyaient qu'ils avaient brièvement révélé une couche cachée de la vie elle-même. Aujourd'hui, des variantes de la caméra Kirlian existent toujours, principalement au sein des communautés de santé alternatives et spirituelles. Mais aucune n'a reproduit les phénomènes originaux dans leur intégralité, ou du moins, aucune ne l'a fait publiquement. Et cela laisse derrière soi une possibilité obsédante. Si le dispositif original a véritablement capturé une couche de réalité invisible à l'œil nu, alors la vie pourrait émettre plus que de la chaleur, de la chimie ou de l'électricité. Elle pourrait diffuser un champ d'information, un champ qui persiste, peut-être même après la disparition du corps. Top 2. La lentille de conscience de Tesla. Au printemps 1895, dans un laboratoire encombré de New York débordant de bobines, de fils de cuivre et d'arcs électriques, Nikola Tesla a mené une expérience qui n'apparaîtrait jamais dans les manuels scolaires. Tesla était déjà célèbre pour avoir maîtrisé le courant alternatif et pour ses travaux pionniers sur la transmission sans fil. Mais l'appareil qu'il testait cette année-là ne ressemblait à rien de ce qu'il avait décrit publiquement auparavant. Il s'agissait d'un nouvel appareil à lentilles intégré dans un champ de résonance à haute fréquence. Il l'appelait un filtre vibratoire. Mais dans ses journaux intimes, il lui donnait un autre nom, la lentille de conscience. Selon les fragments survivants des notes de Tesla, il pensait que la pensée humaine émettait plus qu'une simple activité électrique à l'intérieur du cerveau. Il théorisait que la conscience elle-même pourrait produire une oscillation subtile, quelque chose qui pourrait être isolé du bruit de fond du monde physique. Son but n'était pas de lire les pensées,
c'était de détecter la présence de la conscience elle-même, même sans corps. La lentille n'était pas faite de verre ordinaire. Elle consistait en un agencement complexe de cristal de bismuth, de quartz polarisé et de disques métalliques superposés, assemblés en spirale. Toute la structure était montée sur un cadre en cuivre et positionnée entre deux bobines Tesla massives, générant des champs électromagnétiques harmoniques. Dans l'un des derniers tests, avant que la machine ne soit démontée, Tesla a affirmé que la lentille avait capturé une anomalie. Alors qu'il ajustait la fréquence de résonance à 7,83 Hz, une fréquence souvent associée à la résonance naturelle de la Terre, l'air à l'intérieur de la pièce a commencé à scintiller faiblement dans le champ de l'appareil. Puis, il a vu quelque chose. Une forme vacillante près du centre de la lentille, un flou pulsant. Cela bougeait, lévitait, et puis cela a disparu. Personne d'autre n'était présent dans la pièce. Tesla a écrit plus tard qu'il s'était senti observé. Le lendemain, il s'est effondré de ce que ses assistants ont décrit comme un épuisement nerveux. Il n'a jamais partagé cet incident publiquement. Mais dans des lettres adressées à plusieurs confidents, Tesla a fait allusion à quelque chose d'extraordinaire. Il a suggéré que la conscience pourrait ne pas être générée par le cerveau du tout. Au lieu de cela, elle pourrait être une force externe, quelque chose que le cerveau reçoit, filtre ou amplifie. La lentille, en théorie, lui avait permis d'entrevoir l'image rémanente d'une forme pensée, ou peut-être quelque chose d'encore plus étrange, l'écho d'une présence sans forme physique. Après cet incident, Tesla a scellé l'appareil dans une boîte en acier et a interrompu l'expérience. Des années plus tard, lors de ses dernières années à l'hôtel New-Yorker, il a fait des commentaires étranges à des journalistes, affirmant qu'il était en communication avec des forces dépassant la compréhension ordinaire. La plupart ont rejeté ces paroles comme étant les pensées déclinantes d'un génie vieillissant. Mais l'analyse moderne des diagrammes survivants de Tesla a soulevé des questions troublantes. Le dispositif incorporait du bismuth et du quartz, des matériaux désormais connus pour leurs propriétés électromagnétiques et diamagnétiques inhabituelles. Combinés à des champs rotatifs à haute fréquence, certains chercheurs pensent que la conception présente une ressemblance troublante avec des tentatives ultérieures d'imagerie, par résonance et de détection du champ du point zéro. Puis vint 1943. Après la mort de Tesla, le FBI a ordonné la saisie de ses papiers. Parmi les documents confisqués figuraient tous ceux liés au projet de la lentille. Le gouvernement a affirmé plus tard que rien de significatif n'avait été trouvé. Mais les témoins présents lors de la saisie ont décrit autre chose. Une caisse en bois séparée et non identifiée a été retirée des lieux. Elle n'a jamais été cataloguée, plus jamais mentionnée publiquement. Ce que Tesla a vu à travers cette lentille reste inconnu. Certains pensent qu'il s'agissait simplement d'une hallucination provoquée par l'épuisement. D'autres croient qu'il a brièvement percé une frontière entre les fréquences de la réalité. Quelle que soit la vérité, l'appareil original n'a jamais été retrouvé. Seuls des diagrammes dispersés subsistent, enterrés dans des archives, perdus parmi des collectionneurs privés ou cachés derrière des coffres classés secrets. Et cela laisse place à une possibilité aussi fascinante que dérangeante. Si la lentille de Tesla a véritablement capturé ne serait-ce qu'un aperçu fugace d'une pensée désincarnée ou d'une conscience sans matière, alors notre compréhension de l'esprit, de la mort et de la réalité elle-même est incomplète. Peut-être ne créons-nous pas du tout la pensée. Peut-être ne faisons-nous que la recevoir, comme des antennes à l'intérieur d'un vaste océan invisible de conscience. Et pendant un bref instant, Tesla a peut-être vu l'un de ces signaux passer à la dérive. Top 3. La balance du poids de l'âme. Le 10 avril 1901, dans une pièce sombre d'un hôpital du Massachusetts, le médecin Duncan McDougall a placé un patient atteint de tuberculose mourant sur une balance industrielle spécialement construite. La pièce était scellée.
silencieuse, contrôlée. L'objectif de McDougall était simple dans sa formulation, mais extraordinaire dans ses implications. Il voulait déterminer si l'âme humaine avait une masse. Alors que le patient exhalait son dernier souffle, l'aiguille de la balance a vacillé et a chuté. La perte totale était de 21 grammes. McDougall a été stupéfait, mais il ne s'est pas arrêté là. Au cours des mois suivants, il a répété l'expérience 5 fois de plus, chaque essai impliquant un patient dans les derniers instants de sa vie. Dans 4 des 6 cas, il a affirmé avoir observé le même motif. Une réduction soudaine et inexpliquée du poids. Pas graduelle, pas une perte lente due à l'évaporation ou au changement de température, mais une chute immédiate dans les secondes suivant la mort. McDougall a insisté sur le fait que l'appareil avait été construit dans un souci de précision. La balance était calibrée pour des mesures fines, placées dans un environnement contrôlé et ajustées pour tenir compte du déplacement de l'air, des fluides corporels et des erreurs mécaniques naturelles. Pour lui, ce n'était pas un exercice spirituel. C'était de la physique. La nouvelle des résultats s'est répandue rapidement. Les titres des journaux ont décrit l'expérience comme une preuve possible de l'âme, et McDougall s'est soudain retrouvé au centre de l'une des controverses les plus étranges du début du XXe siècle. Les penseurs religieux étaient fascinés. Les scientifiques étaient révoltés. Les critiques ont attaqué la petite taille de l'échantillon, remis en question les contrôles et soutenu qu'aucune conclusion sérieuse ne pouvait être tirée d'une telle expérience. McDougall a répondu par une affirmation plus calme et plus restreinte. Il n'a pas dit qu'il avait prouvé la théologie. Il a seulement dit qu'il avait observé une anomalie physique qui exigeait une explication. Puis vint la partie la plus effrayante de ses recherches. McDougall a tenté la même expérience sur des chiens, 15 au total. Tous ont été surveillés pendant leur mort sous sédation. Dans chaque cas, il n'a signalé aucune perte soudaine de poids. Pour McDougall, cela suggérait quelque chose d'unique à la conscience humaine. Quelque chose qui partait au moment de la mort. Ses détracteurs l'ont accusé de parti pris et d'interprétation. Mais McDougall est resté convaincu que ce qu'il avait enregistré était réel, mesurable et pas encore compris. En un an, ses financements avaient disparu. Son équipement a disparu lors du déménagement d'un hôpital. L'institution s'est distancée des expériences, et aucune grande revue médicale n'a accepté de publier l'intégralité de ses conclusions sous la forme qu'il souhaitait. McDougall est mort en 1920, croyant toujours avoir été témoin du départ mesurable de quelque chose d'invisible. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée avec lui. Des décennies plus tard, d'autres auraient tenté des travaux similaires en secret. Dans les années 1980, une équipe de chercheurs allemands aurait testé une hypothèse connexe en utilisant des lits modernes équipés de capteurs de charge numériques. Leurs données n'ont jamais été officiellement publiées dans des revues à comité de lecture. Mais, selon des récits dispersés, l'équipe a observé de brèves fluctuations de poids au moment de la mort qui ne pouvaient être expliquées par la transpiration, le rejet de gaz ou la relaxation musculaire. Peu de temps après, le groupe s'est dissous. Leurs conclusions complètes n'ont jamais fait surface. En 2003, un chercheur aurait obtenu un accès limité au papier privé de McDougall par l'intermédiaire de l'un de ses descendants. À l'intérieur des vieilles notes se trouvaient des graphiques dessinés à la main, des registres et un détail particulièrement troublant. Dans un cas enregistré, la perte de poids n'a pas eu lieu au moment exact de la mort. Elle s'est produite 3 secondes avant. À côté de l'entrée, McDougall avait écrit seulement une courte phrase. Le départ anticipe la cessation. Si sa balance était correcte, ne serait-ce qu'une fois, alors quelque chose de mesurable quitte le corps humain au moment de la mort. Pas le souffle, pas la mémoire, mais une présence. Le poids inexpliqué ne prouve peut-être pas une âme au sens religieux, mais il suggère un champ, une énergie,
peut-être même une forme d'information s'échappant du corps au dernier moment. Et si ce chant a un poids, alors la question devient impossible à éviter. Où va-t-il? Top 4. Récepteur de voix spirituelle. En 1959, au fin fond de la campagne suédoise, un cinéaste nommé Friedrich Jürgenson a installé son magnétophone près d'une clairière pour capturer le chant des oiseaux. La session elle-même semblait ordinaire. Il n'y avait pas de public, pas d'expérience, aucune attente de quoi que ce soit d'inhabituel. Mais quand Jürgenson a réécouté la bande plus tard ce jour-là, il a entendu quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Les oiseaux étaient présents, comme prévu. Mais sous eux, faible et indubitable, se trouvait une voix humaine. Elle parlait en norvégien. Et elle a prononcé son nom. Puis est venue une seconde phrase. « Friedrich, peux-tu m'entendre » Il avait été complètement seul dans la forêt. Personne n'avait parlé. Personne n'aurait dû apparaître sur l'enregistrement. Pourtant, la voix était assez claire pour l'inquiéter immédiatement. Au début, il a supposé une interférence, une transmission radio, un signal accidentel s'invitant sur la bande. Mais plus il écoutait, moins cette explication devenait convaincante. Au cours des semaines suivantes, Jürgenson a commencé à expérimenter délibérément. Il laissait de longues périodes de silence sur la bande. Il ajustait des radios entre les stations, là où rien d'autre que des parasites ne devrait exister. Il créait des conditions où tout son inattendu ressortirait. Et de nouveau, les voix apparaissaient. Parfois, elles étaient masculines, parfois féminines, souvent faibles, parfois urgentes. Quelques-unes semblaient s'adresser directement à lui. L'une d'elles, en particulier, l'a glacé d'effroi. Elle ressemblait à la voix de sa mère décédée. Ce phénomène sera plus tard connu sous le nom de phénomène de voix électronique, ou PVE. Mais dans ces premières années, l'équipement de Jürgenson était entièrement analogique. Des magnétophones à bobine, un microphone directionnel, de vieilles radios avec de larges cadrans de fréquences. Rien de numérique, rien d'assez avancé, en théorie, pour produire quelque chose d'aussi précis et d'aussi personnel. Pour Jürgenson, ce qu'il avait découvert n'était pas seulement un étrange effet acoustique, c'était une porte. Pas nécessairement vers un autre monde, mais vers une couche de réalité remplie de voix, non liées à la vie ordinaire ou à la distance. Les messages étaient fragmentés, parfois cryptiques, parfois d'une franchise troublante. Lorsqu'il a un jour demandé à haute voix « Qui êtes-vous » une réponse est apparemment venue à travers la bande. Nous voyons mais ne pouvons pas toucher. À mesure que la nouvelle de ces expériences se répandait, le scepticisme a rapidement suivi. Les critiques ont rejeté les enregistrements comme étant de la pareidolie auditive, la tendance humaine à entendre des motifs significatifs dans des bruits aléatoires. Pour beaucoup, les PVE n'étaient rien d'autre que de l'imagination amplifiée par des parasites. Mais d'autres chercheurs s'en sont mêlés. En Allemagne, Hans Bender aurait répété des expériences similaires dans des conditions plus contrôlées. En Italie, d'autres travaux menés par le père Ernetti et l'ingénieur Marcello Bacci ont poussé le phénomène encore plus loin, produisant des phrases complètes dans des environnements conçus pour éliminer toute contamination accidentelle. Certains des messages arrivaient dans des langues que les chercheurs ne parlaient pas. L'un des dispositifs les plus commentés de Bacci était une radio à lampe modifiée, réglée entre les stations. Lors d'un test en direct devant des témoins, l'appareil aurait produit une voix masculine, s'identifiant comme un parent décédé de l'un des observateurs. Lorsqu'on lui a posé une question privée, quelque chose que seul le parent aurait pu savoir, la voix a répondu correctement. Des témoins ont affirmé plus tard que la pièce était soudain devenue plus froide. Plus étrange encore, les dispositifs d'enregistrement placés à l'extérieur de la pièce n'ont absolument rien capturé d'inhabituel. Au fil des ans, les tentatives pour reproduire les PVE avec des équipements numériques plus récents ont produit des résultats mitigés et souvent décevants.
Les systèmes numériques de réduction de bruit semblaient effacer l'effet. Les logiciels modernes nettoyaient les imperfections mêmes dans lesquelles les voix semblaient se cacher. Seuls les anciens systèmes analogiques paraissaient capables de les recevoir de manière fiable. Ce détail a conduit certains chercheurs à une conclusion étrange. Peut-être que le phénomène ne voyageait pas du tout à travers un signal clair. Peut-être chevauchait-il le chaos des parasites eux-mêmes, une intrusion cachée à l'intérieur du bruit. Les gouvernements n'ont jamais annoncé d'enquêtes officielles. Mais plusieurs groupes de recherche ont rapporté que les financements liés aux études sur les PVE ont été discrètement retirés. Dans un cas particulièrement troublant, une équipe universitaire en Belgique aurait mis fin à un projet de parapsychologie après un mois d'enregistrement contenant tous la même phrase, répétée dans différentes langues. Ils écoutent. Ils vont fermer ceci. Le laboratoire aurait été fermé dans l'année. Les sceptiques insistent toujours sur le fait que les PVE peuvent s'expliquer par la coïncidence, la contamination, la suggestion ou la projection subconsciente. Mais aucune de ces explications ne rend pleinement compte des cas les plus troublants. Des messages qui répondent en temps réel. Des voix qui répondent à des questions directes. Des enregistrements qui n'apparaissent que sous des conditions émotionnelles et électromagnétiques très spécifiques. Ainsi, le mystère central demeure. Si ces voix ne sont pas une fraude et pas une hallucination, alors qu'est-ce qui parle exactement à travers les parasites? Sont-ce des échos des morts? Des fragments de conscience piégés dans une couche invisible du signal? Ou quelque chose est-il encore vivant de l'autre côté du silence, en attendant la bonne fréquence pour être entendu? Top 5. Émetteurs de biophotons. Au début des années 1970, le biophysicien allemand Fritz Albert Popp a commencé à étudier un phénomène étrange et presque invisible présent chez les organismes vivants. Ce n'était pas de la chaleur, ce n'était pas un rayonnement ordinaire, c'était quelque chose de bien plus faible, de plus subtil et presque impossible à détecter sans instruments spécialisés. Il a découvert que les cellules vivantes semblaient émettre de minuscules impulsions de lumière. Ces émissions étaient si faibles que l'œil humain ne pourrait jamais les percevoir. Mais elles étaient réelles. Et plus important encore, elles n'étaient pas aléatoires. Popp les a appelées biophotons. Au début, l'idée semblait presque trop étrange pour être prise au sérieux. Mais à mesure que ces expériences s'affinaient, les résultats devenaient plus difficiles à ignorer. Il a commencé par exposer des échantillons d'ADN à de la lumière ultraviolette et a observé qu'ils émettaient de la lumière en retour. Mais ce n'était pas une simple réaction chimique. Les émissions semblaient régulées, structurées, comme si les cellules répondaient avec intention plutôt que de simplement réagir. Pour étudier davantage le phénomène, l'équipe de Popp a construit un système de photomultiplicateurs extrêmement sensible, capable de détecter des émissions de photons ultra faibles provenant de tissus vivants. Ce qu'ils ont trouvé allait bien au-delà du comportement cellulaire standard. Lorsque des sujets humains étaient placés dans des conditions contrôlées et exposés à une faible lumière cohérente, leur corps commençait à émettre des biophotons selon des motifs qui changeaient en fonction de leur état émotionnel et physique. Le stress produisait des jaillissements irréguliers et chaotiques. Le calme produisait des rythmes plus ordonnés et harmoniques. Le corps, semblait-il, n'était pas seulement vivant, il était lumineux. Mais les résultats les plus étonnants ont émergé lors d'expériences impliquant des jumeaux identiques. Lorsqu'un jumeau était exposé à une stimulation lumineuse dans une pièce, l'autre jumeau, parfois situé à des kilomètres de là, commençait apparemment à émettre des motifs de biophotons qui reflétaient étroitement ceux du premier. Il n'y avait aucun lien physique évident. Aucun mécanisme biologique connu ne pouvait l'expliquer. Et pourtant, la synchronisation apparaissait encore et encore. À mesure que les travaux progressaient, l'émetteur de biophotons a évolué pour devenir plus qu'un simple instrument. C'est devenu une chambre.
assombrie, blindée, isolée magnétiquement. Un environnement contrôlé où des sujets humains pouvaient être exposés à des fréquences lumineuses soigneusement réglées pendant que leurs propres émissions étaient enregistrées en temps réel. À l'intérieur de la chambre, les participants ont commencé à rapporter des effets étranges. Certains ont décrit des sentiments soudains d'élévation. D'autres ont ressenti une lourdeur, une pression ou la sensation indubitable que quelque chose d'autre était présent dans la pièce avec eux. Un certain nombre de sujets ont affirmé voir des couleurs qui n'étaient pas physiquement visibles. D'autres ont entendu des tons qui ne pouvaient provenir d'aucun haut-parleur ou équipement. Quelques-uns sont entrés dans des états de conscience modifiés et se sont rappelés plus tard de souvenirs qu'ils ne savaient pas posséder encore. Parmi les chercheurs, la chambre a acquis un surnom privé. Ils l'appelaient la boîte à murmures. La théorie de Pope devenait plus radicale à chaque expérience. Il a proposé que les biophotons n'étaient pas simplement des sous-produits de la chimie cellulaire. Ils étaient un système de communication. Un réseau de signalisation basé sur la lumière fonctionnant plus rapidement et plus efficacement que les impulsions nerveuses traditionnelles. Mais il est allé encore plus loin. Il a suggéré que les biophotons pourraient représenter quelque chose comme un champ informationnel, une couche immatérielle à travers laquelle la conscience interagit avec le corps. Dans cette vision, le corps n'était pas seulement un tissu biologique. Il était à la fois un émetteur et un récepteur. Et la chambre d'émission permettait un bref contact avec un canal situé juste au-delà du spectre visible. Cette idée a attiré l'attention. Mais elle a aussi déclenché une résistance. Lorsque Pope a tenté de publier ses conclusions complètes sur la synchronisation à distance et la signalisation par lumière cohérente, plusieurs revues ont rejeté son travail. Pas nécessairement à cause d'une méthodologie faible, mais parce que les implications étaient trop perturbatrices. Un éditeur aurait écrit que les conclusions forceraient la science à abandonner trop de ses hypothèses à la fois. Peu après, les financements publics de Pope ont été supprimés. Les autorités réglementaires ont saisi des parties de son équipement sous prétexte de violations de sécurité liées à l'exposition aux infrarouges. Plusieurs appareils auraient disparu lors d'un audit des installations. Ces recherches se sont poursuivies sous des formes plus modestes, mais plus jamais avec les mêmes ressources ou le même soutien institutionnel. D'autres chercheurs, qui ont tenté plus tard de recréer la chambre, ont souvent rencontré des problèmes particuliers. L'équipement tombait en panne sans cause évidente. Les données devenaient incohérentes. Les systèmes d'enregistrement subissaient des interférences inexpliquées. Certains appelaient cela des problèmes techniques. D'autres pensaient que quelque chose de plus étrange se produisait. Même après la suppression de son laboratoire, les idées de Pope ont refusé de disparaître complètement. Son travail a survécu dans les marges de la biologie théorique, de la médecine quantique et de la recherche alternative sur la conscience. Ses articles circulaient discrètement, cités à voix basse, partagés entre laboratoires marginaux essayant toujours de comprendre la relation entre la pensée, la lumière, l'émotion et la vie elle-même. Et c'est peut-être là la partie la plus troublante de toutes. Si l'émetteur de biophotons a véritablement révélé un système dans lequel l'émotion devient lumière et la lumière devient signal, alors le corps humain n'est pas une machine biologique scellée. C'est une interface active avec un réseau invisible. Un réseau où la conscience ne reste pas piégée à l'intérieur du crâne, mais se déplace à travers des faisceaux que nous n'avons pas encore appris à voir. Top 6. Scanner de signaux dimensionnels. En 1996, à l'intérieur d'un bunker de la guerre froide réaménagé sous les montagnes de l'Oural, une équipe de recherche privée connue seulement sous le nom de Project Ovid a activé un réseau de détection expérimentale construit pour surveiller les anomalies atmosphériques à basse fréquence. Du moins, c'était le but officiel. L'appareil était initialement conçu pour capturer les rares résonances de Schumann, les secousses subsoniques,
et d'autres perturbations inhabituelles se déplaçant à travers l'atmosphère et la Terre elle-même. Mais au cours de la 3e semaine d'exploitation, le scanner a enregistré autre chose, quelque chose que personne dans l'équipe ne pouvait expliquer. À 2h13 précises, la machine a enregistré une rafale de données, d'une durée de moins de 4 secondes. Au premier coup d'œil, cela semblait être une oscillation à basse fréquence, suivie d'une étrange cascade d'harmoniques. Mais rien de tout cela ne correspondait à des sources connues. Ce n'était pas un mouvement sismique, pas la foudre, pas une interférence solaire, pas une contamination radio. La forme d'onde ne ressemblait à aucune signature géologique, atmosphérique ou électromagnétique familière. Lorsque les données ont été visualisées, le signal a formé une forme étrange, une spirale se repliant sur elle-même, se répétant mais jamais de manière identique. Cela ressemblait moins à du bruit qu'à une signature, mais pas une signature humaine. L'équipe derrière le projet Ovid était composée d'anciens physiciens soviétiques, d'analystes de signaux et de chercheurs attirés par les limites de la science acceptée. Ils ont passé l'anomalie au crible de toutes les bibliothèques de signaux dont ils disposaient. Rien ne correspondait. Ils ont donc réajusté le scanner manuellement. Peu après, ils ont détecté une seconde rafale. Celle-ci était plus courte, plus nette et plus dérangeante. Une distorsion temporelle y était intégrée, un motif de retard qui semblait s'inverser au milieu de la transmission, comme si une partie du signal s'était déplacée à reculons à travers sa propre séquence. L'équipe l'a nommé l'événement 9X. Au cours des 4 nuits suivantes, le scanner a capturé des anomalies similaires, chacune légèrement différente, chacune provenant d'une direction qui ne correspondait à aucun objet céleste connu ni à aucune source atmosphérique ordinaire. À mesure qu'ils affinaient l'angle d'origine, les lectures devenaient plus inquiétantes. Le signal ne semblait pas provenir de l'espace. Il semblait entrer dans le champ de la Terre, par le haut et par le bas en même temps, comme si le chemin du signal s'incurvait à travers un espace replié. C'est à ce moment que la recherche a cessé de ressembler à une analyse de signal pour devenir une intrusion. Les tentatives pour capturer l'anomalie à l'aide de systèmes radio-numériques standards ont complètement échoué. Seuls les composants analogiques du réseau original, en particulier les transducteurs de champs à noyau de magnétite, y répondaient. Cela a conduit plusieurs membres de l'équipe vers une théorie dangereuse. Peut-être que le signal n'était pas seulement une information. Peut-être était-ce une forme d'interférence spatiale, une fuite dimensionnelle, quelque chose de détectable uniquement par résonance, pas par mesure directe. À la fin de la semaine, le chercheur principal du projet Ovid, Pavel Morozov, a proposé l'interprétation la plus radicale de toutes. Il pensait que les signaux n'étaient pas aléatoires. C'étaient des sondes, des points de contact involontaires provenant d'une couche de réalité adjacente frôlant la nôtre. Dans son dernier journal enregistré, il a écrit une phrase qui circulera plus tard dans les cercles de recherche obscurs pendant des années. « Ce n'est pas un message, c'est un point de pression. Nous sommes la membrane. » Puis les signaux se sont arrêtés. 2 jours plus tard, l'installation a perdu le courant. Un incendie, officiellement attribué à une surcharge électrique, a détruit la moitié du réseau. Les autorités sont arrivées presque immédiatement et ont scellé le bunker, invoquant une fuite radioactive. Tous les membres de l'équipe survivants ont été relocalisés. Morozov n'a plus jamais été revu publiquement. Une brève notice nécrologique est apparue quelques semaines plus tard dans un journal régional. Aucune cause de décès n'était mentionnée. Des années plus tard, des fragments des journaux originaux ont fait surface en ligne sur des forums obscurs et des bases de données archivées. Un spectrogramme ayant fuité a été traité plus tard par un système expérimental de reconnaissance de forme. Le résultat a stupéfié les analystes qui l'ont vu. La structure ressemblait à une variété de Calabi-Yau, une forme mathématique utilisée dans la théorie des cordes
pour décrire des dimensions cachées enroulées au-delà de la perception ordinaire. Si cette comparaison était valide, ne serait-ce que partiellement, alors les implications étaient extraordinaires. Le scanner n'avait peut-être pas capturé une transmission d'une autre civilisation. Il avait peut-être capturé une intersection momentanée avec une autre couche de la réalité elle-même. Un bref contact à travers une frontière qui n'est pas censée être franchie. Si cela est vrai, alors les limites de notre univers ne sont peut-être pas scellées du tout. Elles pourraient être poreuses, flexibles, vibrant de contacts accidentels provenant de domaines situés juste au-delà de notre portée de perception. Et dans ces rares moments, quand le signal s'infléchit de la bonne manière, quelque chose d'autre pourrait non seulement tendre la main. Cela pourrait aussi nous écouter. Top 7. Amplificateur de signaux psychiques. En 1967, au plus fort de la guerre froide, un petit groupe de neuroscientifiques travaillant dans le cadre d'un programme de recherche classifié a commencé à étudier une question controversée. La pensée humaine pourrait-elle voyager au-delà du cerveau? Le projet fonctionnait discrètement au sein d'un laboratoire financé par le gouvernement en Californie, où les chercheurs avaient accès à certains des équipements de biofeedback les plus avancés de l'époque. L'objectif officiel était d'étudier la synchronisation des ondes cérébrales. Mais à huis clos, l'expérience s'est déplacée vers un territoire bien plus étrange. Les chercheurs ont construit un appareil qu'ils ont appelé l'amplificateur de signaux psychiques. Au premier coup d'œil, il ressemblait à un casque surdimensionné relié à un réseau de câbles, d'oscillateurs et de processeurs de signaux. À l'intérieur du casque se trouvaient des dizaines d'électrodes positionnées pour surveiller l'activité électrique subtile à travers le cerveau du sujet. Mais la machine faisait plus qu'enregistrer des signaux. Elle les amplifiait. Le concept derrière l'appareil était simple en théorie, mais radical dans ses implications. Si le cerveau produisait des motifs électromagnétiques pendant la pensée, alors peut-être que ces motifs pourraient être renforcés, projetés et détectés à distance. Lors des premiers tests, des volontaires ont été invités à se concentrer sur des images visuelles simples. Un cercle, un triangle, un chiffre. Un deuxième participant, assis dans une pièce blindée plusieurs étages plus bas, tentait d'identifier l'image sans aucune communication physique. Au début, les résultats étaient incohérents. Mais après des semaines d'ajustement des circuits de résonance de l'amplificateur, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. La précision s'est améliorée. Puis, elle s'est encore améliorée. Dans certains essais, le récepteur identifiait le symbole correct plus de 70% du temps, bien au-delà du simple hasard statistique. L'effet devenait encore plus fort lorsque les participants avaient un lien émotionnel étroit. Frères et sœurs, amis proches ou partenaires amoureux. Mais les résultats les plus troublants se sont produits lorsque la puissance de l'amplificateur a été poussée à son réglage le plus élevé. Lors d'un test nocturne, un sujet se concentrant intensément sur une image géométrique a soudainement cessé de parler. Ses relevés d'ondes cérébrales ont grimpé en flèche. La réceptrice, dans la pièce adjacente, a commencé à décrire quelque chose de totalement différent des formes attendues. Au lieu de symboles, elle a décrit un lieu, un couloir, un éclairage tamisé, des murs métalliques. Elle a dit qu'elle pouvait entendre un bourdonnement lointain. Lorsque l'expérience a pris fin, la réceptrice a insisté sur le fait que l'expérience n'avait pas ressemblé à une conjecture ou à de l'imagination. Elle a dit qu'elle avait eu l'impression d'être là. L'équipe de recherche a tenté de répéter l'événement. Mais les conditions se sont avérées impossibles à recréer exactement. Au lieu de cela, de nouveaux effets plus étranges ont commencé à apparaître. Des sujets ont rapporté avoir entendu des fragments de pensée qui n'appartenaient à personne présent. D'autres ont décrit de brefs flashs de souvenirs qu'ils ne pouvaient pas reconnaître. Un participant a brusquement retiré le casque de l'amplificateur lors d'une session, affirmant qu'il pouvait sentir d'autres esprits pressants de l'intérieur.
La machine était conçue pour amplifier un signal. Mais les chercheurs ont commencé à se demander si elle ne faisait pas autre chose. Peut-être qu'elle ne faisait pas que projeter la pensée. Peut-être qu'elle ouvrait un canal. Si les pensées existaient réellement sous forme de motifs électromagnétiques, alors les amplifier pourrait ne pas seulement étendre leur portée. Cela pourrait aussi permettre à d'autres signaux d'entrée. En quelques mois, le projet a été interrompu. Officiellement, l'arrêt a été attribué à des données peu fiables et à des inquiétudes concernant les effets secondaires psychologiques. Mais plusieurs techniciens impliqués dans la recherche ont affirmé plus tard que la fermeture était intervenue soudainement, sans réduction graduelle. L'amplificateur lui-même a été retiré du laboratoire du jour au lendemain. Ses composants auraient été transférés vers une installation inconnue. Les archives du projet ont été classées secrètes. Des années plus tard, des fragments de la recherche ont fait surface à travers des documents déclassifiés de la guerre froide, faisant référence à des expériences de résonance cognitive. La plupart des détails restent caviardés. Le peu d'informations qui subsistent suggère que l'amplificateur de signaux psychiques n'a pas échoué parce qu'il n'avait produit aucun résultat. Il a été arrêté parce que les résultats étaient devenus trop imprévisibles. Si l'esprit humain fonctionne véritablement comme un émetteur et un récepteur, alors amplifier son signal pourrait faire plus que simplement connecter deux personnes à distance. Cela pourrait exposer le cerveau à un océan de pensées se déplaçant déjà dans l'espace. Des signaux qui passent normalement inaperçus. Et une fois amplifiés, ces signaux pourraient commencer à répondre. Top 8. Traducteur du subconscient. À la fin des années 1980, un groupe de recherche cognitive basé à Zurich a commencé à explorer une idée radicale sur l'esprit humain. Et si le subconscient n'était pas silencieux? Et si la partie du cerveau responsable des rêves, des instincts et des souvenirs enfouis produisait constamment des signaux que l'esprit conscient ne pouvait tout simplement pas décoder? L'équipe pensait que ces signaux pourraient encore exister à l'intérieur de l'activité neurale, cachés dans des motifs trop complexes pour une interprétation ordinaire. Ils ont donc construit une machine conçue pour les traduire. Ils l'ont appelé le traducteur du subconscient. Le dispositif combinait une technologie précoce de scan neuronal avec un logiciel expérimental de reconnaissance de forme. Des électrodes mesuraient l'activité électrique dans différentes régions du cerveau, tandis qu'un ordinateur tentait de détecter des structures répétitives dans les données. Au début, la machine a été utilisée lors d'études sur le sommeil. Des sujets étaient connectés au système pendant qu'ils rêvaient, et l'ordinateur tentait de convertir l'activité neurale en représentation symbolique. La plupart des premières productions ressemblaient à du bruit. Des symboles aléatoires, des images fragmentées, des motifs méconnaissables. Mais à mesure que les algorithmes s'amélioraient, le système a commencé à produire quelque chose de plus structuré. Des grappes de formes, des fragments de langage, des séquences courtes qui apparaissaient de manière répétée chez différents sujets. Certains symboles ressemblaient à des formes primitives de caractères écrits. D'autres ressemblaient à des diagrammes géométriques abstraits. L'équipe de recherche a d'abord supposé que le système détectait simplement des fragments de mémoire ou des échos neuraux aléatoires. Mais une découverte les a forcés à reconsidérer. Lorsque deux sujets n'ayant aucun lien entre eux ont été enregistrés pendant leur sommeil lors de nuits séparées, le traducteur a produit des séquences de symboles presque identiques. Les sujets ne s'étaient jamais rencontrés. Ils parlaient des langues différentes. Et pourtant, le même motif est apparu dans les deux enregistrements. L'équipe a commencé à cataloguer ces séquences. Au fil du temps, certains motifs sont apparus encore et encore chez de multiples participants. Certains chercheurs ont suggéré que le traducteur pourrait être en train de découvrir un langage symbolique partagé, enfoui dans le subconscient. Quelque chose de plus profond que la culture, de plus profond que le langage parlé, peut-être même plus ancien que la civilisation humaine elle-même. L'idée paraissait impossible.
jusqu'à ce que la machine produise quelque chose d'encore plus étrange. Lors d'une session d'enregistrement, un sujet est entré dans une phase de sommeil paradoxal profond alors qu'il était connecté au traducteur. La production a semblé normale pendant plusieurs minutes. Puis, le système a soudainement commencé à générer des séquences structurées ressemblant à du texte, à une vitesse dépassant de loin tout ce qui avait été enregistré auparavant. Les symboles apparaissaient en longues chaînes répétitives. Les motifs étaient cohérents, mais aucun des chercheurs n'a pu identifier la structure. Cela ne ressemblait à aucun système d'écriture connu. Cela ne ressemblait pas non plus à du bruit aléatoire. Un chercheur a décrit plus tard le résultat comme ressemblant à un langage sans dictionnaire. Alors que l'enregistrement se poursuivait, quelque chose d'encore plus troublant s'est produit. Le système a commencé à produire des réponses à des questions qui n'avaient pas été posées à haute voix. Lorsqu'un technicien a murmuré pour plaisanter « Qu'essayez-vous de dire ?», la séquence suivante, générée par la machine, contenait une grappe de symboles qui n'étaient jamais apparus auparavant. Quelques instants plus tard, le même motif est réapparu. Et encore, presque comme si la machine avait reconnu la tentative de communication. Après cette nuit-là, l'équipe de recherche a cessé de traiter le traducteur comme un outil d'analyse des rêves. Ils ont commencé à se demander si le système n'avait pas puisé dans toute autre chose. Peut-être que l'esprit subconscient n'était pas seulement un système de stockage pour les souvenirs. Peut-être était-ce un récepteur pour des signaux provenant de l'extérieur de l'esprit individuel. Des signaux qui traversaient le cerveau inaperçus, sauf lors d'états rares comme le rêve. Si cela était vrai, le traducteur n'aurait peut-être pas décodé des rêves du tout. Il aurait peut-être décodé un flux d'informations externes. En quelques mois, le financement du projet a pris fin. Le laboratoire a annoncé que la recherche n'avait produit aucun résultat significatif. Le matériel du traducteur a été démantelé. Son archive logicielle aurait disparu lors d'une migration de données. L'un des programmeurs du projet a affirmé plus tard que le dernier fichier de sauvegarde contenait plusieurs gigaoctets de séquences de symboles non traduites. Le fichier lui-même n'a jamais été retrouvé. À ce jour, personne ne sait exactement ce que le traducteur du subconscient commençait à décoder. Mais une question continue de persister. Si l'esprit subconscient est capable de générer un langage caché, partagé entre les individus, alors qui, ou quoi, est l'autre partie de la conversation? Top 9. Enregistreur de champs émotionnels. En 1987, une unité de recherche opérant sous l'égide de la British Society for Psychical Research a reçu une série de rapports inhabituels provenant d'un petit village du North Yorkshire. Les rapports pointaient tous vers la même ferme abandonnée. Les visiteurs décrivaient des vagues soudaines d'effroi, des moments d'intense vertige et une tristesse écrasante qui semblait frapper sans prévenir dès qu'ils entraient dans certaines parties de la maison. Un couloir étroit, en particulier, attirait l'attention de manière répétée. Il était bordé de cadres de photos cassés. La poussière couvrait le sol. Et pourtant, de multiples témoins affirmaient que le simple fait de se tenir là était insupportable. Un homme se serait effondré dès qu'il a franchi le seuil, insistant sur le fait qu'il avait entendu un enfant crier derrière les murs. Plutôt que de rejeter l'affaire comme du folklore ou de la panique, l'équipe de recherche a décidé de tester quelque chose de bien plus inhabituel. Ils ont apporté avec eux un prototype d'instrument développé par un laboratoire de physique expérimentale à Cambridge. L'appareil s'appelait l'enregistreur de champs émotionnels. Contrairement à un détecteur électromagnétique standard, cette machine avait été construite pour mesurer des fluctuations bien plus subtiles. Ces inventeurs pensaient que les émotions humaines puissantes, en particulier la peur, le chagrin ou le traumatisme, pourraient laisser des perturbations mesurables dans l'environnement environnant. L'enregistreur combinait des réseaux de capteurs en couche, des détecteurs de champs à basse fréquence et des amplificateurs sensibles à la phase, conçus pour identifier ce que les chercheurs appelaient des empreintes affectives résiduelles.
En termes simples, il était censé détecter si l'émotion elle-même pouvait s'incruster dans l'espace physique. L'équipe a placé l'enregistreur partout dans la ferme et a commencé à surveiller les relevés pendant plusieurs jours. Pendant les 72 premières heures, presque rien ne s'est passé. Puis, à 2h46 du matin, lors de la 4e nuit, l'appareil a enregistré un pic soudain et massif. L'anomalie est apparue simultanément dans le couloir et l'escalier. Au même moment, la température a chuté brusquement. Plusieurs instruments analogiques ont subi des distorsions. Et l'une des caméras faisant face au couloir a capturé une brève impulsion lumineuse. Circulaire, immobile et suspendue en place pendant 2 secondes entières avant de disparaître. Mais il n'y a pas que les machines qui ont réagi. 2 chercheurs se tenant à proximité ont rapporté plus tard avoir eu le sentiment écrasant d'être observés. Presque immédiatement après, tous deux ont décrit des images intrusives vives qui ne ressemblaient pas à de l'imagination. L'un s'est vu debout dans le même couloir des décennies plus tôt. Un autre a affirmé avoir vu quelqu'un tomber dans l'escalier au ralenti. Secouée par ce qu'elle avait vécu, l'équipe s'est tournée vers les archives locales. Ce qu'ils ont trouvé a changé toute l'enquête. En 1932, un jeune garçon était mort sur la propriété après une chute depuis le palier supérieur. L'endroit de la chute mortelle correspondait exactement à la zone où le pic de chant avait été enregistré. À partir de ce moment, la recherche a pris une tournure plus sombre. L'équipe a continué à enregistrer des données chaque nuit. Et un schéma a émergé. Chaque nuit, à 2h46 précises, le même couloir produisait une anomalie de type ondulatoire. Les relevés n'étaient pas aléatoires. Ils se répétaient avec une régularité remarquable tant en intensité qu'en géométrie. Lorsque les données ont été rendues visuellement, le chant formait un motif en spirale descendante ancré autour de l'escalier. La théorie proposée par l'équipe était aussi simple qu'elle était dérangeante. Sous des conditions d'intensité émotionnelle extrême, un événement traumatique pourrait s'imprimer dans l'environnement environnant. Pas comme un souvenir, pas comme un fantôme au sens traditionnel, mais comme une sorte de réseau résonnant, une cicatrice laissée dans la structure du champ de l'espace lui-même. Selon cette idée, certains lieux pourraient rejouer des fragments d'émotions passées lorsque les conditions s'alignent correctement. Les visiteurs ne verraient pas d'esprit. Ils entreraient en collision avec un vieux traumatisme encore incrusté dans l'architecture. La nouvelle des résultats de l'enregistreur a commencé à se répandre au-delà du groupe de recherche immédiat. L'intérêt est venu rapidement, pas seulement de la part de journalistes et d'enquêteurs marginaux, mais aussi d'institutions privées dont les motivations n'ont jamais été rendues publiques. En quelques semaines, la ferme a été rachetée par une firme de sécurité liée à des sources de financement non divulguées. L'équipe de recherche a reçu l'ordre de cesser tout travail. L'enregistreur lui-même a été saisi lors d'une inspection non programmée. L'explication officielle affirmait que l'appareil n'était pas reproductible dans des conditions contrôlées. Mais 2 des chercheurs ont continué à expérimenter en secret. Ils ont construit une version simplifiée de l'enregistreur et l'ont testé sur d'autres sites marqués par une violence intense, des champs de bataille, des hôpitaux abandonnés et des cellules souterraines. Dans plusieurs endroits, ils ont observé des versions plus faibles du même phénomène. Une chambre souterraine à Édimbourg aurait produit des relevés si intenses que la batterie de l'enregistreur a explosé pendant la session. Les données de ce test n'ont jamais été publiées. Si l'enregistreur de champs émotionnels fonctionnait véritablement, alors l'émotion humaine ne disparaît peut-être pas lorsqu'une expérience prend fin. Elle pourrait demeurer, s'accrochant au mur, s'installant dans l'air, se gravant dans la structure d'un lieu. Et si cela est vrai, alors certains lieux ne sont pas seulement hantés par la mémoire, ils la portent encore, attendant que quelqu'un d'assez sensible ou d'assez fou revienne dans le champ et ressente tout à nouveau. Top 10. Oscillateur de réalité croisé. En 2009,
À l'intérieur d'une installation de recherche financée par des fonds privés et cachée dans le désert du Nevada, une équipe de physiciens théoriciens, de sous-traitants de la défense et d'anciens ingénieurs militaires a assemblé une machine ne ressemblant à rien de ce qui était jamais paru dans la littérature scientifique publique. Officiellement, le projet était décrit comme une enquête sur les effets de résonance non linéaire dans les systèmes électromagnétiques multifréquences. Mais des documents internes ayant fuité utilisaient un nom très différent. Ils l'appelaient l'oscillateur de réalité croisée. La machine mesurait près de 3 mètres de haut. Elle était construite à partir de bobines magnétiques imbriquées, de anneaux gyroscopiques rotatifs et d'une chambre de confinement sphérique suspendue en son centre. Lorsqu'elle était inactive, elle ressemblait à une sculpture industrielle bizarre. Lorsqu'elle était sous tension, elle était censée faire quelque chose de bien plus étrange. Selon les ingénieurs qui l'ont conçu, l'oscillateur ne créait pas un portail au sens ordinaire de la science-fiction. Il ne déchirait pas un trou dans l'espace. Au lieu de cela, il générait ce qu'il décrivait comme une enveloppe harmonique dimensionnelle, une onde stationnaire créée par des champs électromagnétiques superposés oscillant à des fréquences subtilement différentes. L'idée était que, sous les bonnes conditions, la réalité elle-même pourrait être assouplie pendant un bref instant. Pas brisée, pas percée, mais décalée. Lors du troisième essai majeur, l'appareil a été activé pendant exactement 2 minutes et 34 secondes. Au début, tout semblait normal. Les capteurs à l'intérieur de la chambre ont enregistré des pics attendus de fluctuation du vide, d'instabilité des particules et de distorsion électromagnétique. Mais en quelques instants, les relevés ont commencé à dériver bien au-delà des limites prévues. La gravité à l'intérieur de la chambre a semblé fluctuer. Des capteurs passifs ont détecté un mouvement inexpliqué. Puis est survenu le premier événement impossible. À l'intérieur de la chambre scellée, un mannequin placé pour l'étalonnage a été retrouvé ayant changé de position. Son bras, qui reposait initialement à ses côtés, paraissait maintenant légèrement levé, comme figé en plein mouvement. Aucun mécanisme à l'intérieur de la chambre ne pouvait l'expliquer. Presque au même moment, une fracture est apparue le long du mur arrière en béton, pas comme une marque d'impact, mais comme une ligne où le matériau s'était plié vers l'intérieur, puis s'était reformé. L'équipe de contrôle a d'abord suspecté une défaillance de l'instrumentation. Puis l'un des physiciens surveillant la chambre a commencé à hurler. Il a affirmé plus tard qu'il avait vu son propre reflet sur un écran de contrôle cligner des yeux indépendamment de son corps. L'oscillateur a été arrêté immédiatement. Mais les effets n'ont pas cessé lorsque le courant s'est coupé. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs membres de l'équipe ont signalé de graves troubles de la mémoire. Un chercheur a insisté sur le fait qu'une journée de travail entière avait eu lieu sans que personne d'autre ne s'en souvienne. Une autre s'est réveillée chez elle pour trouver chaque objet de sa bibliothèque rangé dans un ordre inverse parfait. Les images de vidéosurveillance ont confirmé que la disposition avait changé. Mais personne n'a été vu entrant ou sortant de la pièce. Le récit le plus troublant est venu du docteur Lena Mikov, l'architecte des systèmes du projet. Elle a dit que pendant le test, sa perception s'était scindée. En même temps qu'elle voyait la salle de contrôle, elle voyait aussi un tout autre endroit. Un couloir métallique, sombre, froid. Le couloir débouchait sur une vaste chambre contenant une autre version de l'oscillateur, mais pas tout à fait la même. Cette machine pulsait avec une lumière mouvante, presque comme si elle était vivante. Autour d'elle se tenaient plusieurs silhouettes qu'elle ne parvenait pas à identifier. Puis, en un clin d'œil, elle était de retour dans la salle de contrôle. En l'espace d'une semaine, l'installation a été évacuée. L'explication officielle invoquait une instabilité structurelle causée par des interférences magnétiques. Mais l'imagerie satellite a montré plus tard que le bâtiment avait été démoli dans le mois. Aucun article de suivi n'a été publié. Aucun résultat formel n'a été diffusé.
Les membres de l'équipe ont disparu vers des postes dans le secteur privé, des fonctions de recherche gouvernementale ou dans le silence. Le docteur Mikov se serait installé en Finlande et n'a plus jamais parlé publiquement. Des schémas de l'oscillateur ayant fuité ont révélé plus tard un détail particulièrement inquiétant. Les motifs de fréquence utilisés pendant l'expérience correspondaient étroitement au modèle vibrationnel proposé dans la théorie M pour les dimensions spatiales cachées. Si cette comparaison était valide, même vaguement, alors les implications étaient extraordinaires. L'oscillateur n'a peut-être pas créé une brèche d'un univers à l'autre. Il a peut-être brièvement fait glisser la réalité de côté, n'ouvrant pas une porte, mais décalant l'onde stationnaire de l'existence juste assez pour qu'une couche déborde sur la suivante. Si un tel dispositif a véritablement fonctionné, ne serait-ce que pendant quelques secondes, alors notre univers n'est peut-être pas du tout isolé. Il pourrait être un domaine parmi tant d'autres. Une seule couche, dans un empilement serré de réalités, si proches les unes des autres, que le bon motif harmonique peut les faire s'effleurer. Et si cela se produit, la question la plus dangereuse n'est pas de savoir si l'on peut regarder de l'autre côté, c'est de savoir si quelque chose de l'autre côté peut nous regarder en retour. Lorsque ces inventions sont examinées individuellement, chacune peut être rejetée. Une caméra étrange capturant des décharges électriques. Une expérience de balance avec des mesures discutables. Des voix cachées à l'intérieur de parasites. Une machine expérimentale interprétant des signaux cérébraux. Chaque cas a ses critiques, ses sceptiques et ses explications parfaitement raisonnables. Mais lorsque ces histoires sont placées côte à côte, quelque chose de bien plus intéressant commence à apparaître. Un schéma. Encore et encore, les chercheurs poussent vers la même frontière. Ils construisent des instruments conçus pour observer des choses qui se situent juste au-delà de la perception ordinaire. Des champs invisibles, des signaux cachés, des fragments de conscience, des empreintes émotionnelles, des interférences dimensionnelles. Et encore, la même séquence se déroule. La découverte est faite. Les premiers résultats apparaissent. L'excitation se propage. Puis la recherche s'arrête. Le financement disparaît. Les laboratoires ferment. L'équipement s'évanouit. Et les scientifiques eux-mêmes s'effacent souvent discrètement dans l'obscurité. Les explications officielles sont toujours nettes et pratiques. Méthodologie défaillante. Instruments peu fiables. Coïncidence statistique. Mais les questions sans réponse demeurent. Parce que, si ne serait-ce qu'une seule de ces inventions a fonctionné comme ses créateurs le croyaient, alors les implications seraient énormes. Cela signifierait que la réalité est bien plus complexe que ce que nous comprenons actuellement. Que l'esprit humain peut être connecté à des signaux extérieurs au cerveau. Que l'émotion pourrait s'imprimer sur le monde physique. Que la conscience pourrait survivre au corps. Ou que d'autres dimensions de l'existence pourraient frôler la nôtre, sans que nous nous en rendions compte. Le plus troublant de tout est peut-être la possibilité que l'humanité ait déjà entrevu ces couches cachées, et s'en soit ensuite délibérément détournée. Non pas parce qu'elles étaient impossibles, mais parce qu'elles étaient trop perturbatrices, trop difficiles à contrôler, trop dangereuses pour les systèmes qui définissent notre compréhension actuelle de la science, du pouvoir et de la réalité. L'histoire est remplie d'inventions qui ont remodelé le monde. Le téléphone, l'avion, Internet. Mais et si certaines des découvertes les plus révolutionnaires n'avaient jamais été autorisées à remodeler quoi que ce soit? Et si elles avaient été discrètement enterrées avant de pouvoir changer notre façon de voir l'univers? Les machines dont nous avons discuté ce soir pourraient ou non avoir véritablement révélé l'invisible. Certaines ont pu être mal comprises, certaines ont pu être exagérées, et d'autres ont pu être bien plus réelles que nous ne sommes à l'aise de l'admettre. Mais s'il y a une leçon cachée dans ces histoires, c'est celle-ci. La frontière de la connaissance ne disparaît pas toujours,
parce qu'elle atteint une impasse. Parfois, elle disparaît parce qu'elle atteint une porte, et quelqu'un décide que cette porte doit rester fermée.